Salut tout le monde, ça fait pas mal de temps que je voulais faire une vidéo consacrée à Song of Ice and Fire, le Trône de Fer en français, qui est ma saga préférée de tous les temps. Ils sont juste là, on les voit pas en entier mais ils sont juste là. Depuis que j'ai créé ma chaîne, donc il y a bientôt un an, j'ai toujours su que j'allais faire une vidéo sur cette saga à un moment donné, mais j'avais un peu de pression étant donné que c'est ma saga d'amour, donc je voulais absolument faire quelque chose de bien, donc j'espère que j'ai fait quelque chose de bien. Pour cette vidéo, j'ai donc voulu faire quelque chose d'assez général sur la saga, mais qui témoigne néanmoins de mon amour infini pour cette saga. Et du coup, je voulais vous parler de ces choses qui font que cette saga est pour moi absolument unique et incroyable. Ces choses qui font que je la conseille à 1000% à tout le monde. Je voulais préciser, avant de commencer la vidéo, que dans cette vidéo et dans mes prochaines, sans doute, je risque de beaucoup dire du mal de la série. Du coup, la série Game of Thrones, qui est tirée des livres. C'est vrai que des fois, j'ai un peu tendance à vouloir dire aux gens regardez pas la série, lisez les livres, la série est nulle, les livres sont beaucoup mieux, tout ça, tout ça. Mais c'est très condescendant de dire ça. C'est assez condescendant d'exiger des gens qu'ils lisent des livres plutôt que de regarder un objet télévisuel. D'autant plus que tout le monde n'a pas accès facilement à la lecture et puis chacun fait ce qu'il veut. Cette série a beaucoup de qualités donc je comprends que les gens l'aiment. C'est juste que moi j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Mais ça j'en parlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Avant toute chose, mini introduction. Qu'est-ce que cette saga? Qu'est-ce que le Trône de Fer? De quoi ça parle? Donc le Trône de Fer, c'est une saga de fantasy, de médiéval fantasy, qui a été écrite par George R. R. Martin. Le premier tome est sorti en 1996, qui est mon année de naissance, et sans signe. Et le dernier tome en date, le 5e, est sorti en 2011. Et on attend toujours le 6e tome, depuis 2011. Ça fait donc 10 ans. Je souffre. Un résumé de cette saga. C'est très compliqué de résumer cette saga. De toute façon, si vous avez vu la série, essayez de la résumer, c'est très compliqué. Il y a vraiment énormément de personnages. J'ai jamais vu une saga ou une série avec autant de personnages et autant d'histoires mêlées et autant de pays. Je peux essayer de mettre quand même quelques mots sur cette saga pour un peu la décrire. Donc ça se passe dans un monde médiéval fantastique. C'est un monde où la magie existe. Du moins, la magie a existé à un moment donné dans le passé et elle existe encore dans le monde actuel du livre, enfin actuel, dans le monde dans lequel l'histoire se passe, vous voyez. Et dans ce monde, il y a beaucoup d'intrigues politiques, et notamment des intrigues politiques qui sont également liées à la magie. Et par exemple, ce que j'aime dans cette saga, c'est que les dragons, ils sont pas là pour faire joli, ils sont pas là pour être badass, ils sont liés à la politique en fait. Et je trouve ça tellement intéressant. J'ai voulu vous lire le résumé Wikipédia, mais même le résumé de Wikipédia fait 4 paragraphes. Quel enfer! Maintenant, on va s'attaquer au cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait, pour moi, que la saga du Trône de Fer est une saga unique et merveilleuse que je conseille? Tout d'abord, pour moi, le premier point fort de cette saga, c'est ses thématiques. Cette saga parle d'énormément de choses. C'est une saga qui est très riche en thématiques. Pour moi, le message principal que cette saga veut faire passer, que George R. R. Martin veut faire passer, c'est la réalité de l'horreur de la guerre, les traumatismes qu'elle engendre et les conséquences désastreuses pour tout le monde que cette guerre engendre. Et notamment ses conséquences sur le peuple. Souvent dans les œuvres de fantasy, je trouve que la guerre est pas mal héroïsée, glamourisée. On voit des plans badass, voilà, il y a le sang qui gicle, et waouh, c'est trop cool et tout. Et ce que j'aime dans cette saga, c'est que George R. R. Martin ne fait pas du tout ça. Il n'héroïse jamais la guerre et il montre clairement ce que c'est la guerre, la vraie, et à quel point elle est horrible, et à quel point il ne faut pas du tout la romantiser ou quoi que ce soit. Tout au long de l'histoire, on rencontre des personnages qui sont absolument traumatisés, on passe à travers des villages qui sont complètement dévastés. Il y a beaucoup de chapitres, notamment ceux d'Arya dans le tome 2 et ceux de Brienne dans le tome 4, où en fait ces personnages sont sur les routes et donc passent par des villages pour aller d'un point A à un point Z, un point B, comment on dit déjà l'expression, je ne sais plus. Donc ce sont des personnages qui sont sur la route et c'est décrit que clairement les villages sont complètement dévastés, il y a des cadavres qui jonchent les routes. Et ça, je trouve que ça donne vraiment une dimension réaliste au texte, parce que souvent j'ai l'impression que voilà, il y a des guerres, et puis en fait après, bah voilà, il y a eu la guerre et puis c'est tout. Mais les autres œuvres ne nous parlent pas vraiment des conséquences qu'il y a, même de manière matérielle, donc les villages dévastés, etc. On nous montre pas ça, et George R. Martin, lui, dans sa saga, il le fait. Il montre vraiment les conséquences de la guerre sur le peuple et sur les villages. Il y a bien sûr des passages de torture et de cruauté. Alors, je crois me souvenir qu'il n'y a jamais vraiment
de moments où les personnes torturent. Ah si, il y a certains moments qui torturent un mec, je crois que c'est pas dans la série, mais elle torture un mec un moment dans les livres, bref. Mais souvent, ces scènes-là de cruauté, elles vont être racontées après. Genre, ah, il y a 2 jours, il y a machin qui a fait ça, machin. Donc c'est jamais non plus trop détaillé, mais c'est quand même assez graphique. Donc voilà, si jamais vous êtes assez sensible... après, il n'y en a pas dans toute la saga, mais il y a quand même des passages qui sont un peu durs à lire. Notamment dans le tome 5, le personnage de Jane Poole qui vit des choses absolument affreuses. C'est vrai que dans cette saga, il y a pas mal de trigger warning, tout ce qui concerne la guerre, la violence. Il y a aussi des trigger warnings de viol. Après, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que des gens le ressentent autrement, mais pour moi, George R. Martin, il écrit pas ça en mode « Ah, j'écris plein de violence pour choquer mes lecteurs ». Moi, je trouve qu'il le fait vraiment pour faire passer son message de « Voilà ce que c'est la guerre et c'est horrible ». Et des fois... ouais, il le fait beaucoup, il appuie beaucoup son message. Il montre aussi la réalité de l'horreur de la guerre au travers des jeunes combattants, au travers de leur attente et au travers du fait qu'ils ne soient pas du tout entraînés, qu'ils n'aient eu aucun apprentissage. Ça peut paraître un peu flou ce que je dis, donc je vais vous donner un exemple. Dans la série, si vous l'avez vu, pendant la saison 4, c'est peut-être un spoiler pour les gens qui n'ont pas vu, mais bon, bref. De toute façon, on peut s'y attendre qu'il y a cette bataille à un moment. Il y a une guerre entre les membres de la garde de nuit, donc sur le mur, et les sauvageons. Et dans la série, il y a un épisode entier qui est consacré à cette guerre, c'est super badass, tout ça. Dans les livres, cette guerre n'est pas du tout badass, et en fait, George R. Martin nous dit vraiment que en fait, les membres de la garde de nuit, sur le mur, c'est vraiment des jeunes, et les membres de la garde de nuit, en grande majorité, c'est pas des gens qui ont été éduqués à se battre, etc. C'est souvent des gens qui n'ont pas eu d'éducation, quelle qu'elle soit. Ils se ramènent sur le mur, en fait, ils savent pas se battre. Et donc, en fait, George R. Martin, il nous parle de cette bataille. En fait, c'est juste des jeunes qui sont exténués, qui sont blessés de partout, et qui savent pas se battre, et qui, en fait, ils brandissent des épées, mais ils savent même pas s'en servir. Et je trouve qu'on oublie un peu trop ça, en fait, que lors des guerres, en fait, c'est souvent des gens qui sont enrôlés, mais des jeunes qui ne savent pas se battre, en fait. Et ça me fait penser, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Dunkerque de Christopher Nolan. Je trouve qu'il a bien montré ça, le fait que, enfin, dès le début du film, on voit que, alors je sais plus le nom du personnage principal, mais on voit qu'il sait même pas comment mettre ses balles dans son fusil et tout, on voit qu'il galère. Et je trouve ça vraiment bien de montrer ça, de montrer que lors des guerres, c'est souvent des jeunes personnes qui savent pas se battre, en fait, et qui savent même pas trop ce qu'elles font là. Tout ce que je viens de vous dire, c'est notamment l'une des choses que je reproche à la série, c'est je trouve qu'elle glamourise beaucoup la guerre, qu'elle l'héroïse beaucoup avec des plans badass, etc. Et pour moi, les réalisateurs de la série n'ont pas retransmis à l'écran le message de base de George R. Martin. Je pense que George R. Martin, il a vu la série, il était en mode « Ah, mais c'est pas du tout le message que je veux faire passer, mais bon, ok ». Et du coup, pour moi, sans ce message, c'est pas vraiment le trône de fer en fait qu'on voit en série. J'aimerais bien faire une vidéo consacrée à ça, au traitement de la guerre et de la violence dans les livres et dans la série. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et bien sûr, dans cette saga, il y a plein d'autres thématiques qui sont super importantes. J'allais dire que c'est la deuxième la plus importante, mais en fait il n'y a pas vraiment de hiérarchie, c'est un peu... toutes ces thématiques sont aussi importantes les unes que les autres. C'est clairement une saga qui parle des relations humaines, alors les relations qu'elles soient amoureuses, amicales et surtout familiales. Je trouve que George R. Martin parle très bien des relations familiales dans toute leur complexité et dans toute leur tendresse. Et ça m'avait beaucoup agacé dans la série quand à la fin là il y a... Bon, encore un spoiler, hein, mais... partez si jamais, hein. Mais en gros il y a tous les enfants Stark qui se retrouvent à la fin alors que ça fait des années qu'ils sont les uns sans les autres et Arya elle devient trop froide, elle fait des câlins mais bon tu vois elle est pas en mode elle reste froide quoi. Je vous jure dans les livres quand ils vont se retrouver, Jon, Arya, Sansa, mais ça va être les feux d'artifice, ils vont pleurer dans les bras l'un de l'autre pendant des heures et des heures. Et ça notamment c'est vraiment l'une des choses qui m'a saoulée dans la série quoi, c'est que dans la série tu vois qu'ils s'aiment mais en fait, je trouve qu'ils veulent montrer que, oui, ils sont tellement traumatisés parce qu'ils ont vécu qu'ils sont devenus froids, mais je trouve que c'est tellement un mauvais message à passer. Et notamment, faut pas oublier qu'Arya, c'est une petite fille. Après, dans la série, ils sont tous plus grands que les âges qu'ils ont vraiment. Dans les livres, Arya, là, elle a même pas 14 ans, et tout ce qu'elle veut, c'est retrouver sa famille. Elle tue des gens, mais en fait... tout ce qu'elle veut, c'est retrouver sa famille, elle veut plus tuer les gens en fait. Arya, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on lui fasse un chocolat chaud et des câlins en fait. Et dans la série, c'est pas du tout ça donc. Mais bon, je m'étale. Un gros point fort de cette saga pour moi, et ce qui fait qu'elle soit si originale et si unique, c'est la construction de son histoire. En fait, chaque chapitre a un point de vue différent. Donc tu peux avoir un chapitre de Sansa, après tu as un chapitre avec des personnages de Dorne, après tu vas voir le point de vue de Cersei, après tu vas voir le point de vue de Brienne. Donc en gros, ce qui est très drôle, c'est que tu peux avoir le chapitre d'un personnage, et le chapitre d'après, c'est un chapitre d'un personnage que la personne d'avant déteste. Déjà cette construction, elle amène beaucoup de rythme à l'histoire parce que tu changes toujours de perspective, tu changes toujours d'espace géographique, et puis surtout c'est
tellement intéressant et riche d'avoir tous ces points de vue différents parce que tu peux avoir une storyline, un personnage va te dire moi je pense ça de cette storyline, alors je vous dis en résumé, c'est beaucoup plus nuancé dans le livre bien sûr, et après le chapitre d'après, la même storyline, t'as un autre point de vue et du coup ça fait que t'as vraiment une vision d'ensemble et très 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 objective en fait sur l'histoire, et du coup ça fait que l'histoire est beaucoup plus complexe parce que tu peux penser quelque chose et après tu lis le point de vue d'un personnage qui te dit ouais mais il y a ça aussi, par exemple cette chose que j'ai fait c'est pour ci pour ça, et toi t'es là genre ah mais ouais j'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Cet aspect rejoint un autre gros point fort de cette saga qui est tout simplement les personnages. Déjà les personnages sont très divers, tu suis des enfants, tu suis des mères, tu suis des mecs qui ont combattu toute leur vie, tu suis des princesses, tu suis des soldats, tu as toute une panoplie de personnages tellement différents les uns des autres et qui sont tous plus ou moins liés les uns aux autres et qui se complètent. Les personnages sont tous ultra complexes, il n'y en a aucun qui est dans une dichotomie de moi je suis super gentil, moi je suis super méchant, même les Stark. Je sais que beaucoup sont en mode ah les Stark c'est les gentils, les Lannister sont les méchants, alors dans les faits, moi je suis Team Stark, hein, j'ai le collier. Et en soi, c'est sûr qu'il y a un parti pris de George envers la famille Stark, parce que c'est eux qui sont en train de se faire décimer, et en soi, ils ont vraiment des valeurs très nobles et très pures. Mais on nous montre aussi que dans leur histoire, dans le passé, ils ont pu faire des choses pas ouf, et puis en soi, tous les personnages ont des défauts. Et les Lannister, qui peuvent être considérés un peu comme les méchants de l'histoire, des fois on peut comprendre leur motivation et surtout ils ont un character development qui est incroyable. Jaime, je vous jure, Jaime, dans la série, son character development est tellement retombé comme un soufflet. Il était très bas, il est monté haut, et puis dans les dernières saisons il a fait pfff. Alors que là dans les livres, bah, ça fait que monter, et Jaime c'est vraiment un de mes personnages préférés de littérature, il est incroyable. En fait, tous les personnages ont des défauts et la majorité font des trucs vraiment pas cool, mais en même temps, c'est des amours. Tu lis leurs chapitres et t'es là, genre oui, je te comprends. Pour vous donner un exemple, moi, j'aime pas du tout Cersei. Je pense que c'est une personne, si je la rencontrais dans la vie, je pourrais pas la supporter. Donc, c'est un personnage que je n'aime pas. Par contre, je trouve qu'en tant que personnage, elle est tellement intéressante et elle est tellement complexe. Et quand je lis ces chapitres, alors il y a des fois où elle m'énerve de ouf, mais il y a d'autres fois où je la comprends et où je suis triste pour elle. Des fois, même souvent, je suis très triste pour elle parce que Cersei, en fait, c'est vraiment quelqu'un de pas bien. Elle est vraiment montrée comme une personne mauvaise, mais elle a quand même des qualités et tu comprends que dans son enfance, voilà, tu comprends des choses en fait par rapport à ce qu'elle a vécu, notamment en tant que femme, dans une société qui est très 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 patriarcale et où elle se faisait un peu malmenée par tous les hommes, un peu beaucoup, malmenée par tous les hommes autour d'elle. Donc il y a des fois des choses qu'elle fait, t'es en mode ouais, je comprends ta souffrance. Je ne cautionne pas, mais je peux comprendre d'où c'est venu. Et c'est ça qui est super intéressant. Et j'aimerais profiter de ce moment où je vous parle de personnages pour vous parler de la seule et l'unique dans mon cœur, qui est Sansa Stark, qui est mon personnage préféré de littérature, de manière générale, qui est l'amour de ma vie, qui est à la fois ce que j'aspire d'être, et qui est à la fois... Voilà, c'est mon idéal. C'est un personnage qui est très peu apprécié par beaucoup de personnes, notamment les personnes qui regardent la série. Et ça me rend un peu triste parce que, en fait, il faut savoir que dans les livres Sansa, je considère que c'est vraiment le personnage le plus important de cette histoire. Parce qu'en fait, elle est liée à tous les autres personnages. Tu lis les chapitres de Jaime, de Brienne, de tous les Stark, de Tyrion. Tu lis plein de chapitres de plein de personnes différentes et elle apparaît dans tous les chapitres parce qu'elle a des enjeux qui la lient à plein de personnages. Donc en fait, elle est au centre de l'histoire. En fait, Sansa, c'est la clé de plein d'intrigues. Et Sansa, c'est également l'un des personnages les plus complexes, notamment parce que George R. R. Martin a fait d'elle je vais réussir à le dire, unreliable narrator, qui peut se traduire par un narrateur qui n'est pas fiable, un narrateur à qui il faut pas faire confiance. Je vais rester dans le flou pour vous donner envie de lire les livres, mais en gros, Sansa, des fois, elle dit des trucs et voilà, faut pas se fier à ce qu'elle dit, et c'est tellement intéressant. Et bien évidemment, l'un des plus gros points forts de cette saga, c'est son univers. L'univers est tellement riche, et des fois, je me demande comment George R. R. Martin a fait ça tout seul. Je me dis, mais... moi, il aurait fallu que j'ai 15 potes avec moi pour créer un univers pareil. Mais ce qui est drôle, c'est que même lui se perd. Il y a des fans qui ont fait un livre qui regroupe toute la mythologie, tous les noms des rois, notamment tous les Targaryens qui s'appellent tous pareil et tout. Et George, des fois, il doit s'appuyer sur ce livre parce que lui-même a un peu oublié des fois des trucs. Du coup, il va dans le livre qu'ont fait les fans. Je trouve ça super drôle comme anecdote. Déjà, au niveau géographique, il y a le continent d'Essos qui, déjà... En fait, un continent en soi est déjà super riche. Donc là, dites-vous qu'il y en a... 3, je crois qu'il y en a 3, mais il y en a un dont on n'entend pas parler. Donc il y a Essos qui est à l'est et Westeros qui est à l'ouest. Et ces deux continents ont une histoire, toute une mythologie, et c'est vraiment énorme en fait, toutes les choses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les intrigues politiques qui sont dans la série, je dirais que ça représente peut-être 30%
des intrigues qu'il y a dans les livres. Vraiment, les intrigues politiques de la série, c'est rien à côté de celles qu'il y a dans les livres. Dans le sens où il y a plus d'intrigues politiques dans les livres, mais en plus elles sont beaucoup plus approfondies dans la série, ils approfondissent rien, c'est super superficiel. Ça peut un peu faire peur quand je dis intrigue politique, c'est vrai, moi je vous avoue, il y a des trucs dans les livres que j'ai pas forcément tout compris, les enjeux de Daenerys notamment dans les villes dans lesquelles elle règne, mais je trouve quand même que de manière générale tu comprends les enjeux et les dynamiques entre les personnages et entre les villes qu'ils conquièrent, etc. Je trouve que quand même tu comprends de manière générale, même si des fois il y a des détails que tu comprends pas trop. Je trouve que ça va. Après, je dirais pas que c'est super accessible, tu vois. Faut pas que votre petit frère de 10 ans lise ça, par exemple. Mais je trouve qu'elles sont bien menées et elles sont complexes, mais en même temps, tu les comprends. Tu saisis les enjeux parce que c'est quand même bien expliqué, on voit toutes les réflexions des personnages. Notamment, il y a une intrigue que j'aime beaucoup qui est assez semblable pour Jon et Daenerys. En fait, tous les deux sont leaders, donc dans des endroits très différents, mais tous les deux ont un statut de leader. Et en fait, leur intrigue est très tournée sur le fait que dès qu'ils font une décision, qui est favorable pour un groupe de personnes, donc ces personnes vont être contentes, et ben il y a toujours un groupe de personnes à côté à qui cette décision ne convient pas, et pour des raisons qui sont tout à fait valables, et quand ils expliquent, t'es là genre ah oui c'est sûr, j'avais pas pensé à ça, et le personnage lui-même se dit mais comment faire pour que tout le monde soit content. Et du coup le personnage, donc en l'occurrence Jon et Daenerys, ils traversent une phase de, en fait c'est des personnages qui veulent vraiment que tout le monde soit content, ils veulent vraiment que leur décision aille à tout le monde, sauf qu'ils se rendent bien compte que les gens sont tous complexes, les gens veulent tous des choses différentes, donc ils se rendent compte petit à petit qu'ils ne pourront jamais faire des décisions qui conviendront à tout le monde. Et je trouve que c'est un aspect dans la saga qui est très important et qui est vraiment bien expliqué. Et du coup ça m'a fait blaser un moment dans la série, alors je sais plus à quelle saison, peut-être la saison 5, peut-être plus tard, peut-être... Ouais, non, je crois plus tard. Je sais plus trop. En gros, à un moment, il y a... Donc là, pareil, spoiler, hein, si vous avez pas vu la série, mais après, c'est pas très important, est-ce que je veux dire. À un moment, à Meereen, il y a Tyrion et Grey Worm autour d'une table. Et du coup, c'est eux qui règnent sur Meereen. Et à un moment, ils se retrouvent autour d'une table et ils s'ennuient, du coup, ils jouent à des jeux. Et je suis là, genre... Vous êtes censé gouverner une ville qui est en pleine crise politique et vous vous ennuyez, du coup, vous jouez à des jeux autour d'une table. Ce n'est pas très réaliste, ce n'est pas très... Vous n'êtes pas des bons souverains, du coup. Et tu vois, dans la série, il y a plein de trucs comme ça qui sont super incohérents, mais moi, ça me blase, en fait. Le dernier point sur lequel j'aimerais m'attarder, qui est pour moi un énorme point fort de cette saga, c'est l'écriture de George R. R. Martin. Et là-dessus, il faut qu'on parle. J'ai vu tellement de personnes lire les intégrales en français et dire « Ah, j'ai abandonné parce que l'écriture était trop complexe, j'ai pas accroché. » Et ça, c'est un truc... Ça m'agace tellement, mais pas contre ces personnes justement. En fait, ce qu'il faut savoir sur le Trône de Fer, c'est que cette saga est très très mal traduite en français. Pour preuve, je vous lis un extrait de la page Wikipédia du Trône de Fer. La traduction française est effectuée par Jean Sola pour les 4 premiers volumes originaux et par Patrick Marcel à partir du 5e tome, A Dance with Dragons. La traduction de Jean Sola, donc celui qui a traduit les 4 premiers tomes, a fait l'objet d'une polémique en raison de son style archaïsant assez éloigné de celui plus simple de George R. Martin et de la conservation de certains noms propres en anglais, tandis que d'autres ont été traduits. Jean Sola, là, il se rend pas compte du nombre de gens qu'il a démotivé à lire cette saga, c'est terrible. En fait, en gros, il a essayé de faire un style médiéval pour coller au monde du livre. Déjà, le français de base, par exemple, t'écris une phrase en anglais, après tu l'écris en français, tu vas voir qu'en français, c'est beaucoup plus long. Donc déjà, la langue française de base, elle est lourde. Donc quand en plus tu l'alourdis en mettant des termes médiévaux et tout, c'est sûr que les gens, tu les perds. Et en fait, il faut savoir que l'écriture de base de George R. R. Martin, donc en anglais, en version originale, est super simple et super moderne. Des fois, il peut utiliser un terme médiéval pour décrire un truc, pour décrire une arme, mais c'est une fois de temps en temps, tu vois, juste pour décrire un truc. Sinon, c'est super simple et moderne. Pour tout vous dire, moi les livres, je les ai lus en anglais. Je les ai lus en anglais en 2015. Et juste avant, le seul truc que j'avais lu en anglais, c'était John Green, Nos étoiles contraires. Et après, je me suis mise au Trône de Fer en anglais. Donc, c'est vrai que j'avais déjà un peu de niveau en anglais, mais je les ai lus au calme, tu vois, j'ai compris. Alors peut-être qu'à un moment, il y a des phrases que j'ai pas compris, mais j'ai compris. C'est vous dire à quel point l'écriture de George R. Martin est simple et moderne. Donc j'avoue que ça me rend triste en fait de voir ces gens qui disent que l'écriture de George R. Martin est complexe, que c'est trop dur à lire, et en fait c'est juste parce que la traduction est mauvaise quoi. Et ça me rend triste que du coup les gens abandonnent cette saga pour ça, juste parce que la traduction est mal faite, et ça me rend triste que les gens du coup n'apprécient pas l'écriture de George R. Martin, alors que de base le mec écrit de manière très simple et moderne. Après chacun ses goûts, mais en tout cas il écrit pas avec des termes médiévaux et des termes très compliqués. Donc si vous voulez vous mettre au Trône de Fer,
je vous conseillerais de le faire en anglais. Alors bien sûr c'est un conseil que je fais parce que j'ai envie que tout le monde lise cette saga et dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec une bonne écriture, mais j'ai clairement conscience que l'anglais n'est pas accessible à tout le monde, et voilà, si votre niveau d'anglais n'est pas très bon, je vous conseille pas de le lire en anglais, c'est sûr. Mais c'est vraiment trop dommage, et je me dis que si la traduction avait été meilleure, en fait, il y a beaucoup plus de gens qui les auraient lus en français et qui auraient aimé, parce que là je vous jure, mais le nombre de gens qui ont abandonné, c'est hallucinant. Il y a plein de gens dans mon entourage qui ont abandonné, même pas au bout du premier tome, tu vois, peut-être au bout de 3 tomes, mais au bout d'un moment ils en pouvaient plus. Et sur Instagram, mais je vois tellement de gens abandonner, et j'ose pas commenter parce que j'ai de l'anxiété, mais j'ai tellement envie de commenter. C'est de la faute de la traduction, genre je n'écris pas comme ça. Et puis en plus, voilà, il faut prendre conscience que... Est-ce que ça va se casser la gueule? Ça va se casser la gueule. Je le mets comme ça. Voilà. C'est quand même des bricasses et c'est écrit assez petit. Donc si vous voulez vous y mettre en anglais, voilà, il faut être assez motivé et assez déterminé. Après du coup, de ce que j'ai lu, le traducteur a changé pour l'intégrale 5, donc à partir du tome 5, c'est peut-être écrit d'une meilleure manière. En tout cas, il a pas l'air d'avoir mis plein de termes médiévaux hyper compliqués, donc c'est déjà un début. Et au-delà de ça, au-delà du fait que je trouve que George R. Martin écrit d'une manière simple et moderne, je trouve qu'il écrit super bien, et moi c'est vraiment devenu l'un de mes auteurs préférés. Alors il a écrit ma saga préférée et c'est vraiment devenu l'un de mes auteurs préférés parce que je trouve que son écriture est si belle, pleine de poésie et tellement mélancolique, et je trouve qu'il a une grande force pour ses fins de chapitre, pas dans le sens où il y a des cliffhangers et du coup t'as direct envie de lire la suite, mais c'est tellement des fins de chapitre si belles et si impactantes, et t'es là genre t'as juste envie de faire waouh devant ton livre en fait, tellement les fins de chapitre sont incroyables. Et moi surtout mes chapitres préférés, c'est le chapitre de Bran. À chaque fois les chapitres de Bran me donnent envie de pleurer parce qu'ils sont si beaux et c'est tellement mélancolique qu'à chaque fois, des fois il se passe même pas de trucs tristes, mais juste la manière dont c'est écrit, ça me donne envie de pleurer. Les chapitres d'Arya aussi, les chapitres de Sansa, ils sont si beaux. Quelque chose que j'aime bien aussi, c'est qu'à chaque fois George R. Martin il va modifier un peu son... pas sa manière d'écrire, mais un peu l'atmosphère par rapport aux personnages du chapitre. Par exemple, les chapitres de Sansa, ça va être très dansant, ça va être très poétique. Les chapitres d'Arya vont être mélancoliques et un peu plus sombres. Et les chapitres de Jaime vont avoir un côté un peu plus cynique qui convient très bien au personnage. J'aimerais également ajouter quelque chose que je trouve important. Quand on aime quelque chose, je trouve que c'est important aussi d'avoir un regard objectif là-dessus. Donc là, je vous ai dit plein de qualités au Trône de Fer, je vous ai dit toutes ces choses que j'aime dans cette saga, mais il faut aussi avoir un regard objectif là-dessus. C'est une saga que j'aime de tout mon cœur, qui m'a changé la vie, qui m'a beaucoup aidée, mais il faut reconnaître qu'elle est problématique sur certains aspects, notamment par son manque de représentation de personnes de couleur et de personnes LGBT et de toute personne issue des minorités. Il y a des personnages de couleur dans les livres, notamment la famille Martell, qui est tellement incroyable dans les livres. Dans la série, ils ont fait n'importe quoi avec ces personnages. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo consacrée à la famille Martell, parce que dans les livres, déjà il y a le personnage d'Ariane Martell qui n'est pas dans la série, et ce personnage dans les livres, elle est tellement géniale. Mais bref, là n'est pas le sujet, donc certes, il y a ces personnages de couleur là, mais voilà, c'est juste une famille, et en plus c'est des personnages secondaires, ils sont pas très mis en avant. Et il y a d'autres personnages de couleur, mais voilà, il y en a un qui arrive une fois de temps en temps, mais c'est pas les personnages principaux. Les personnages auxquels on pense en premier, c'est Jon, c'est Daenerys, c'est les Stark, et ça c'est des personnages blancs. Et surtout la représentation des Dothraki, donc c'est un peuple qui est avec Daenerys, est très problématique. Ils sont un peu montrés comme étant des barbares, tout ça, donc après dans les livres je trouve qu'il y a des nuances quand même, mais la représentation est quand même problématique, et en plus Daenerys elle est un peu montrée comme étant un white savior, et ça c'est quelque chose qui dérange pas mal de personnes. La fantasy de manière générale, c'est très blanc, c'est très occidental, et je trouve ça important de mettre en avant des livres de fantasy qui sont écrits par des personnes de couleur, avec des personnages qui ne sont pas blancs. C'est pour ça que je vous conseille Nocturna de Manya Motain et The Poppy War de R.F. Kuang. Entre autres, bien évidemment, je vous cite ceux-là parce que je les ai lus, donc je peux vous les conseiller parce que c'est de très bons livres de fantasy. Et aussi, pareillement, pour les personnages LGBT, il y en a très peu dans la saga. Après, je tiens quand même à dire que Daenerys et Cersei, dans les livres, il se passe des choses avec des femmes. Voilà, je tiens quand même à dire ça comme ça. C'est déjà mieux que la représentation dans la série, mais clairement, c'est clair que c'est pas assez. Il y a un personnage dans la saga qui s'appelle Jon Cunnington qui n'est pas dans la série, et c'est dommage. C'est un personnage que je trouve assez intéressant et qui était amoureux de Rhaegar Targaryen. Donc voilà, il y a un peu de représentation, mais c'est très minime. Donc voilà, je conseille cette saga pour tous les points que je vous ai cités auparavant, mais c'est important de garder tout ça en tête et d'avoir conscience aussi des défauts des livres qu'on aime, et d'avoir conscience de son manque de représentation qui est super dommage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de lire cette saga, ou du moins que les points que je vous ai cités vous ont un peu intrigué et vous ont permis d'en apprendre plus sur cette saga. N'hésitez pas à me dire en commentaire si d'autres vidéos sur le Trône de Fer vous intéressent. Moi j'ai beaucoup d'idées en tête, notamment j'aimerais bien faire une vidéo un peu où je parle des différences entre les livres et la saga, notamment des personnages qui sont dans les livres et pas dans la série, etc. Si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait chaud au cœur et ça permettrait de soutenir la chaîne. En attendant, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!